Salut à tous. La NBA est suspendue au trade d'Anthony Davis. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis une chose pareille. Il y a pas mal de raisons à cela. On y va, c'est parti. Alors, déjà, il y a des franchises, on pense en tout premier lieu aux Lakers, mais un petit peu également aux Celtics, qui ont déjà un petit peu payé ou beaucoup payé l'addition de ces bruits de transfert qui avaient lieu déjà au moment de la trade deadline depuis que un certain Anthony Davis ait annoncé qu'il ne voulait plus porter le maillot des Pelicans. On sait que aux Lakers ça a été vraiment terrible puisque presque la moitié de l'effectif a été proposé en échange avec la New Orleans qui n'a évidemment pas voulu. Pourquoi évidemment? Parce qu'on en reparlera un peu après. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de personnel contre les Lakers dans ce refus. On verra ça après. Donc, ce qui est très très clair, c'est que en NBA, c'est la franchise qui décide. Ça n'est pas le joueur. À partir de là, on pourrait se dire, mais il n'y a aucun problème, les Pelicans y trouvent le meilleur trade pour eux. Et puis, basta, on passe à autre chose, et voilà, on arrête d'en parler. Mais en fait, c'est pas aussi simple du tout. Anthony Davis, il lui reste un an de contrat totalement garanti, et il lui reste ensuite une option joueur en 2020-2021. Cette option, il y a très 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 fort à parier qu'il ne l'activera pas. Il donc se retrouvera a priori agent libre à l'été 2020. Anthony Davis, il a donc 27 millions donc sur l'année 2019-2020, une option ensuite. On voit quels sont les autres joueurs qui vont être sous contrat. On sait que parmi eux, il y en a qui ont il y a des montants ici, notamment en orange, qui ne sont pas garantis. Il y en a qui ont une option joueur, il y en a qui ont une option équipe. Il y a des questions de qualifying offer pour certains, pas pour d'autres. Exemple, un Elfrid Payton qui avait signé un contrat d'1 an, et bien il n'y en a pas. En revanche, un Stanley Johnson ou bien un Cheikh Diallo, il y a une qualifying offer parce qu'ils sont en fin de contrat rookie. Il y a comme ça des petites choses qu'on peut observer de ci, de là. Il y a notamment également le calendrier de la manière dont les choses doivent se passer. Par exemple, pour activer les team options, pour activer les qualifying offers, il y a donc des choses qui vont forcément conditionner la manière dont se passent les prochaines semaines, et notamment après la draft. Vous avez aussi une petite trade exception de Mirotic là qui expire en février 2020, donc elle peut être utilisée, elle est de 3 millions environ. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut savoir. S'il y a besoin comme ça de faire un trade, on peut boucher. Et puis il y a un dernier point important pour l'équipe qui accueillera Anthony Davis, c'est ce trade kicker. 15% signifie très très bêtement que en cas de transfert Anthony Davis, eh bien, il verra son salaire augmenter de 15% sur l'année qui suivra. Donc bon, très bien. On a bien la certitude que Anthony Davis sera probablement free agent à l'été 2020, et dès lors, les Pelicans, ils ont beau être décisionnaires, il y a quand même quelque chose qui leur échappe, c'est la promesse ou non d'Anthony Davis de re-signer dans l'équipe qui montera un trade pour lui, parce que cette équipe-là, elle va sacrifier pas mal de choses, elle va sacrifier probablement des joueurs, des tours de draft, et quelle garantie est-ce que cette équipe aura? Eh bien, on a des précédents dans la NBA récente qui laissent penser que tout peut à peu près se passer. Un Paul George avait par exemple, au final, admis l'idée de re-signer au Thunder parce qu'il s'est très bien entendu avec Westbrook et que on a fait ce qu'il fallait pour qu'il se sente bien. Un Kawhi Leonard, on peut encore se poser des questions très très sincèrement s'il ne va pas partir des Raptors et ne pas prolonger, même s'il a reçu beaucoup d'amour, il a reçu on l'a fait tout ce qu'on a pu pour lui, mais est-ce que ça suffira? C'est pas une situation facile. Hein. Kyrie Irving, après avoir quasiment promis qu'il serait un Celtics pour longtemps, bah en fait, de plus en plus, on se rend compte que ça n'est pas du tout certain qu'il reste du côté de Boston. Donc on n'a pas de garantie réelle sur ce type d'opération. On ne sait pas ce qu'Anthony Davis fera, et
C'est là toute l'incertitude pour les équipes qui sont en face des Pelicans. Premier moment où ça peut se passer, c'est le moment de la draft. Parce que à ce moment-là, certaines équipes disposeront de choix de draft super intéressants et ce sera peut-être une partie de la monnaie d'échange attendue par les Pelicans. En fait, tout dépend, et c'est pour ça que je vous montrais un petit peu la situation des Pelicans, tout dépend de ce qu'ils attendent eux, parce que c'est quand même eux qui accepteront ou pas une offre de ci ou de là. Le deuxième moment, évidemment, parce que l'avenir d'Anthony Davis conditionne le reste, c'est le moment de la free agency. Pourquoi? Parce que vous avez des franchises qui, si elles ont Anthony Davis, pourront très très clairement attirer un deuxième très très gros free agent, voire même une petite armée de joueurs très très bons de complément, ou pas. Parce que sa présence, Anthony Davis, elle est la garantie, dès lors qu'il a envie de jouer au basket pour la franchise dans laquelle il est, d'une place forcément en playoff et voire même un rôle majeur dans la conférence où il serait. Donc impact sur la free agency très très clair. Et sinon, eh ben, ça pourrait aussi, dans le pire des cas, quand je dis le pire des cas, c'est le pire des cas pour nous les passionnés, le pire des cas pour plein de choses, parce qu'on aimerait qu'en fait ce soit très clair, que ce soit réglé. Et en fait, ça pourrait être bien plus tard. On a vu que pour Kyrie Irving, ça avait traîné en longueur. On a vu que pour Kawhi Leonard, ça avait traîné en longueur. C'est très peu de le dire. Et en revanche, pour Paul George, les choses s'étaient décidées un petit peu plus simplement. Donc, c'est parti. Les Pelicans disposent du premier choix à la draft 2019. C'est quelque chose qui est venu totalement chambouler tout ce qu'on pouvait, les hypothèses qu'on pouvait faire sur les trades possibles pour Anthony Davis. Pourquoi? Parce qu'on pensait à New York avec le first pick. Eh ben non, pas du tout. On a eu comme ça une surprise immense à la draft, à la loterie de la draft 2019, puisque des équipes comme par exemple les Pelicans, les Grizzlies, même les Lakers qui viennent au 4e rang, ont bénéficié d'un scénario ultra favorable et à l'arrivée se retrouvent très bien placés avec de jolis pics. Et inversement, même si New York conserve son 3e choix, conserve en tout cas, donc limite les dégâts, Cleveland, Phoenix, Chicago, Atlanta ou Washington peuvent vraiment être considérés comme de très très gros perdants de cette loterie. Et ça m'amène à envisager les choses. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense très modestement. Les Lakers, déjà, j'aurais tendance à les barrer en premier. Parce que le proprio des Pelicans a été super clair ces derniers temps. Il n'y aura pas de deal avec les Lakers. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui paraît acquis. On peut quasiment balayer l'idée selon laquelle LeBron James et Anthony Davis évolueraient sous le maillot des Lakers la saison prochaine. Ensuite, il y a des équipes que je vais barrer dans un deuxième temps. C'est, pour commencer, les Sacramento Kings, les Jazz, Denver, Warriors, Thunder, Portland, Rockets, Spurs, Mavericks, parce que j'estime que ces équipes-là, elles ont soit pas la place pour accueillir Anthony Davis, soit pas la capacité de proposer quelque chose de satisfaisant en échange d'Anthony Davis, soit carrément elles n'ont pas l'envie et pas intérêt stratégique. Je prends l'exemple très bête des Warriors. Est-ce que vous croyez que les Warriors vont échanger Stephen Curry contre Anthony Davis? Ben non. Est-ce que Russell Westbrook va être échangé contre Anthony Davis? Non plus. Paul George? Non plus. Est-ce qu'on va envoyer Rudy Gobert plus Donovan Mitchell? Ben non plus. Enfin, il y a tas de choses comme ça est-ce qu'on va envoyer Luka Doncic? Est-ce qu'on va envoyer James Harden? Voilà. Donc, il y a des gens qui, soit n'ont pas ce qu'il faut, soit tout ce qu'ils enverraient ne serait pas possible pour convaincre les Pelicans. Ensuite, à un degré moindre, les Suns. Pourquoi? Parce que j'estime que jamais de la vie ils enverraient Ayton.
et pourtant il faudrait au moins mettre Ayton dans la balance, puisque leur choix 6 ne suffirait pas. Ensuite, les Timberwolves, Karl Anthony Towns étant intouchable, il n'y a plus rien d'intéressant à offrir en échange, donc on peut également balayer l'idée. Les Grizzlies, on parle d'un trade de Conley. Pourquoi est-ce que je parle des Grizzlies? Parce qu'ils ont le choix 2 évidemment à cette draft, hein, donc on pourrait faire 1 et 2 pour les Pelicans, ce serait phénoménal pour eux, mais paraît ne pas avoir de monnaie d'échange qui puisse satisfaire, parce que je pense pas que les Grizzlies soient en capacité de convaincre les Pelicans de prendre Mike Conley ou pire, et là on rigole, Chandler Parsons, hein, je parle pour l'équilibre des salaires, hein, bien évidemment. Du côté des Clippers, il pourrait y avoir éventuellement un Gallinari qui pourrait servir de base au niveau salarial, quoi, hein, mais ils n'ont pas non plus des milliards d'assets. Il n'y a pas grand chose à offrir selon moi, même si eux, par contre, ils ont le cap space pour accueillir Anthony Davis. Ça veut dire qu'ils sont pas obligés de donner autant de salaire qu'ils reçoivent. Donc à la limite, est-ce que ça peut pas s'envisager? J'ai préféré considérer au final que l'Ouest n'était pas en mesure d'accueillir Anthony Davis, et puis c'est aussi stratégique. Très souvent, dans ces trades-là, on envoie dans l'autre conférence le joueur majeur dont on se sépare. Et du côté de l'Est, justement, eh bien, j'ai écarté, comme je l'avais fait dans un premier temps, j'ai écarté pas mal de franchises d'emblée. Alors par exemple, les Bucks, je les ai écartés parce que clairement, ça manque de monnaie d'échange. On va pas envoyer Antetokounmpo, très clairement. Et puis pour le reste, il y a des re-signatures à faire, donc on n'est pas en mesure de sign and trade immédiatement. Et puis je pense pas qu'il y aurait de quoi convaincre, ni même au niveau des tours de draft. Les Sixers, c'est un petit peu la même question. Vous n'allez pas envoyer Ben Simmons, vous n'allez pas envoyer Joel Embiid, a priori. Et puis sinon, pour le reste, du coup, ça fait aucune monnaie d'échange hein, quand on enlève ces deux-là. Le Heat, ils sont dans une drôle de situation hyper compliquée. Le Heat, ils se retrouvent totalement incapables de proposer quoi que ce soit qui puisse plaire, à mon avis, du côté des Pelicans. Charlotte, c'est pareil. Les Pacers dans un registre un peu moindre, mais c'est quand même le même combat. Les Pistons, qu'est-ce que vous voulez que les Pistons offrent en échange d'Anthony Davis, sincèrement? Blake Griffin, on est mort de rire. Orlando Magic, même problématique. Est-ce que un échange sur la base d'un Gordon, Isaac, Bamba, Fultz même, est-ce que ça peut convaincre un tant soit peu les, les Pelicans? J'en doute très fortement. Les Nets n'ont pas grand-chose non plus à proposer. Et les Raptors, me semble-t-il, non plus. De ce fait, ça nous ramène à d'autres options parmi ceux qui ont un très gros pic pour 2019. Donc les Cavs, ça me semble pas être convaincant. Il n'y a pas assez de monnaie d'échange. Et puis en plus, sorti du top 3 de la draft, c'est peut-être, on a moins de garanties sur les prospects. Ensuite, est-ce que Washington, avec un pick 9, plus Bradley Beal, plus tout ce qu'ils peuvent racler autour, ça pourrait suffire? Je me permets vraiment d'en douter. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ensuite, Atlanta. Sachant qu'Atlanta, a priori, ne semble pas réellement vouloir se défaire de Trae Young, qui est la base de leur reconstruction. John Collins, plus le pick 8, le pick 10, ça me paraît inadapté parce que Collins, c'est un poste 4-5, plutôt 4, et Zion qui arrive et qui ira aux Pelicans, ce sera sûrement un poste 4 aussi. Donc ça sert à rien d'avoir deux types dans un registre proche. Du côté de Boston, moi je pense que Boston est un des gros perdants de la loterie draft parce qu'en fait ils ont perdu tout espoir d'avoir un bon pick et en plus de ça le 14, le 20, le 22, est-ce que ça peut honnêtement matcher avec je ne sais pas moi l'envoi d'un Tatum, l'envoi d'un gros salaire? Alors tiens justement, Al Horford, Gordon Hayward pour équilibrer.
Franchement, vous voyez alors Ford être sacrifié par les Celtics s'il a évidemment pris son option à 30 millions, mais je pense qu'il la prendra. Ou Gordon Hayward être sacrifié, mais est-ce que les Pelicans en voudront? Est-ce que les picks sont suffisants pour ajouter aux joueurs éventuels, même si on envoie Tatum? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas l'impression que Boston soit vraiment dans le coup de par ce qu'ils peuvent proposer. Hein. Ensuite, il reste deux possibilités. Deux possibilités pour moi qui sont les moins peu crédibles, on va dire. La première, c'est Chicago. Chicago, ils peuvent envoyer un Zach LaVine, qui a quand même fait une très jolie saison l'année dernière, qui a son contrat à 19,5 millions là par an, pour encore 3 années. Ils peuvent envoyer quelqu'un qui a honnêtement montré de jolies choses en année rookie, c'est Wendell Carter. Et un septième choix, vous allez me dire septième choix c'est maigre, et puis peut-être que les Pelicans demanderaient également, je ne sais pas moi, un Mark Cannon, mais attention, poste 4, pour le coup, un des derniers qui reste, ou d'autres joueurs et des choix de draft, etc. Mais est-ce que ce deal pourrait se faire? À vrai dire, en le détaillant, je me rends compte que euh, j'y crois pas des masses. Et au final, le seul en lequel je pourrais éventuellement croire, ce serait un deal sur lequel les Pelicans se rabattraient parce qu'ils voudraient associer un choix 3, donc ce serait forcément tendance c'est R.J. Barrett, hein, évidemment le Canadien R.J. Barrett qui jouait déjà à Duke avec Zion, associer R.J. Barrett avec Zion, récupérer des jeunes des Knicks. Bon, j'ai pas mis Smith Junior, mais éventuellement, il peut éventuellement intéresser. Des choix de draft d'années suivantes. Puis au moins, la certitude qu'ils partent pas à l'ouest. Et puis, c'est pas les Lakers, donc ils sont pas, je dirais, mal vissés contre les Knicks, les Pelicans a priori. Les Knicks seraient capables de faire tapis comme ça parce que jouer comme ça les premiers rôles en récupérant un Anthony Davis qui pourrait leur permettre d'attirer un ou deux gros free agents. Hein. Beaucoup de gens parlent de Kevin Durant, de Kyrie Irving. On demande à voir encore. Ça pourrait être comme ça une grosse opération pour les Knicks et quand même aussi pour les Pelicans dans l'optique où Anthony Davis ne veut désespérément pas rester. Donc une association au final pour les Pelicans, si on se place de leur point de vue, Zion, R.J. Barrett, tout en conservant un Drew Holiday dont on a vu qu'il est un très gros joueur. Et puis comme ça, des jeunes autour à développer et puis quand même forcément un petit peu d'argent à dépenser à la free agency pour combler notamment à l'aile des manques hein, à l'aile et aussi au poste 2. Voilà. Donc je vous ai dit ce que je pensais. Euh, à vous de me dire ce que vous pensez également dans les commentaires. Mais cette question du trade d'Anthony Davis, quoique super importante et conditionnant la suite, n'est décidément pas simple du tout. Du tout. Bye bye.